Bonjour à tous. Donc on est rassemblés ce matin pour vous parler implantation de haies. Donc c'est nos collègues Alexia et Alinor qui vont vous présenter ça. Eh ben, on va commencer par se présenter. Aliénor Miscopin, chargée d'études biodiversité à la Chambre d'agriculture. Et Alexia Briandon, je suis l'homologue de Aliénor Miscopin, sauf que moi, je travaille surtout sur l'ouest de l'Île-de-France, donc 78, 91 et 95. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, vous faire une rapide présentation sur les principaux éléments à connaître pour planter votre haie sur votre exploitation. Donc, on va commencer sur... Alors, attendez, je n'arrive pas à passer le... Ouais, c'est bon. Donc, pourquoi parle-t-on de haies depuis une bonne dizaine d'années? Eh bien, c'est surtout parce que les haies, elles sont vraiment au cœur des discussions sur la transition agroécologique. Elles offrent un grand nombre de services agronomiques ou écosystémiques et peuvent avoir une réelle valeur patrimoniale dans certaines régions, comme des régions d'élevage. Si on regarde ce schéma, on voit bien de gauche à droite. Si on regarde vraiment à gauche, on a les haies qui sont qualifiées de ripisylves. Elles ont un intérêt vraiment pour la protection des écosystèmes et la préservation de la qualité de l'eau et des berges. Si on regarde un peu plus haut sur ce schéma, juste au-dessus de la ripisylve qu'on voit, on a les bosquets. Donc, ces bosquets qu'on peut trouver assez fréquemment dans les milieux agricoles permettent d'avoir une production de bois d'œuvre pour les constructions ou de manière plus récente, enfin plus fréquente, la production de bois pour le bois de chauffage, que ce soit en bois bûche ou maintenant en bois plaquette. Ces écosystèmes vont se rapprocher bien souvent des écosystèmes de forêt avec des espèces propres comme l'engoulevent et des arbres qui vont être plus hauts naturellement avec des futaies. Si on regarde en bas à droite, au milieu en dessous du bosquet, on a des arbres têtards qui ont un aspect vraiment patrimonial. C'est des indices forts d'intervention humaine. Ils produisent beaucoup de biomasse, peuvent produire parfois du fourrage dans certaines régions d'élevage. Ensuite, si on regarde au milieu, on a la haie pluristrate qui rend un service agronomique fort en contexte de changement climatique, surtout pour les systèmes agricoles en grande culture. Donc, c'est le type de haie dont on pourra discuter un peu plus tard dans la présentation. Et puis, quand on regarde un peu plus haut, on a plusieurs types de haies sur le schéma, comme les haies brise-vent, les petites haies brise-vent, les petites haies très basses qu'on peut retrouver dans les paysages d'élevage aussi, qui apportent un aspect patrimonial au paysage. Et puis, on peut avoir des prés vergers et toutes sortes d'associations d'arbres et de cultures. Donc, les arbres sont au service des agriculteurs aujourd'hui, surtout quand on parle du changement climatique. Car quand on réfléchit, quand une goutte d'eau tombe sur le sol, suite à une pluie, elle peut avoir quatre évolutions possibles. Donc, soit elle s'infiltre dans le sol et puis à ce moment-là, elle va recharger les nappes phréatiques. Elle peut être interceptée par les arbres via les racines, elle va ensuite servir à la photosynthèse, la production d'oxygène, la captation de CO2, et puis elle va plus lentement retourner dans l'atmosphère via l'évapotranspiration. Sinon, cette goutte d'eau, elle peut retourner directement dans l'atmosphère par évaporation. Et son quatrième devenir peut être du ruissellement, du point le plus haut, qui se situe le plus haut dans la vallée, et elle va couler rapidement ou lentement jusqu'à un point d'eau comme une rivière ou un rue. Et donc, en fait, réintégrer les arbres dans les systèmes agricoles, ça va permettre de freiner le cycle de l'eau. Et on va parler plutôt d'un cycle de l'eau verte qui permet d'augmenter l'évapotranspiration et l'infiltration de l'eau à travers les végétaux dans les écosystèmes.
Maintenant, on va voir un peu une haie, de quoi on parle en fait. Quand on parle de haie en termes de réglementation, eh bien, une haie, c'est un élément linéaire plus long que large, tout simplement. Si on prend la caractéristique réglementaire de la PAC 2023-2027 qu'on va trouver notamment dans la BCAE 8, eh bien, on va parler d'une haie, c'est vraiment la présence d'arbustes et ou d'arbres et ou d'autres éléments ligneux, donc sur cet élément linéaire. Sa largeur est de 20 mètres maximum. Au-delà, on parlera de bandes boisées ou de bosquets. Sa hauteur est non strictement définie, mais elle doit contenir des éléments ligneux de type arbuste ou arbre, ce qui signifie que, par exemple, les haies de roncier ne sont pas considérées comme des haies si on n'a pas un minimum d'arbustes ou d'arbres. La longueur minimum est souvent de 10 mètres pour être prise en compte. Elle peut être plantée ou spontanée. Et des discontinuités ponctuelles sont possibles si l'espace entre les houppiers est inférieur à 5 mètres. Donc, quand on voit les houppiers, si on regarde le petit schéma à droite, voilà, on voit bien que il s'agit pas il faut que ce soit les houppiers qui soient espacés de moins de 5 mètres, ce qui veut dire que 2 troncs peuvent être espacés de plus de 5 mètres. Il ne faut pas confondre les haies avec des alignements d'arbres, dont l'espace entre les couronnes aussi est inférieur strictement à 5 mètres. Mais là, on parle vraiment d'alignements d'arbres bien souvent qui sont formés avec des troncs et comme on peut voir typiquement le long des routes. Mais ça peut être, si vous en avez sur l'exploitation, ils peuvent être intégrés, ils peuvent être considérés dans votre BCAE 8. Et évidemment, ne pas confondre avec les bosquets. Donc, la réglementation décrit un bosquet comme une forme non linéaire d'arbres et ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert d'une superficie minimum de 50 arbres. 50 arts, pardon. Donc maintenant, on va parler des objectifs de plantation. Si vous souhaitez planter une haie, il faut d'abord que vous puissiez déterminer des objectifs et cibler des objectifs. Vous pouvez avoir plusieurs exemples ici, comme des objectifs de biodiversité. Si vous souhaitez favoriser les pollinisateurs, par exemple, si vous êtes en association avec des apiculteurs ou si vous êtes vous-même apiculteur, avoir une haie qui a une floraison longue et étalée, ça peut être un avantage pour la production de miel. Si vous aimez tout simplement voir votre plaine peuplée de petites faunes, vous pouvez mettre des haies qui permettent vraiment le déplacement de ces petites faunes dans des grands espaces découverts comme les plaines. Et puis sinon, vous pouvez mettre des haies pour avoir plus d'auxiliaires de culture, car elles peuvent attirer, par exemple, des guêpes parasitoïdes qui vont venir parasiter les pucerons. On a la haie donc brise-vent. Cette haie brise-vent en plaine, elle peut avoir un avantage, donc c'est de limiter l'évapotranspiration en limitant l'effet du vent sur la plaine. Donc, quand vous avez une grande plaine découverte, vous plantez votre haie vraiment face au vent dominant, et puis ça va vraiment limiter le dessèchement des sols et des cultures, notamment au mois de juin quand on a des canicules précoces. Si vous avez un peu d'élevage, eh bien, la haie peut servir tout simplement à abriter vos animaux pour leur bien-être. Et si vous êtes en contexte d'agriculture biologique, eh bien, planter une haie qui pourrait faire la séparation avec une parcelle voisine qui n'est pas en bio, eh bien, peut avoir un avantage pour limiter la dérive des produits phytosanitaires voisins. Vous pouvez avoir un objectif de limiter le ruissellement ou l'érosion de vos sols. À ce moment-là, vous planterez votre haie vraiment en haut d'une pente pour limiter vraiment l'écoulement de l'eau qui va entraîner les particules en cas de forte pluie. Et sinon, vous pouvez planter une haie pour faire de la production de bois, que ce soit du bois d'œuvre sur le très long terme, si vous êtes patient, ou de la production de bois d'énergie. Donc, si vous avez une cheminée pour produire du bois bûche, en 15-20 ans, vous pouvez avoir du bois si vous plantez votre haie maintenant. Ou alors en bois plaquette si vous avez des haies de taillis et que vous avez un broyeur. Maintenant, on va se pencher sur la question de l'emplacement de la haie. Donc, où placer votre haie? Eh bien, déjà, il est important de savoir si votre parcelle est drainée ou non.
Si celle-ci est drainée, eh bien, on va éviter évidemment de planter la haie sur tous les drains et sur tous les collecteurs. Donc, ici, on voit que ça limite fortement l'emplacement possible de la haie. Par la suite, si vous souhaitez, l'idéal, ce serait donc de planter le long des parcelles non drainées afin que voilà, vous ne risquez pas, afin que vous n'endommagiez pas votre système de drainage. Vous pouvez planter aussi entre les parcelles drainées, car ici, on voit qu'il n'y a pas de collecteur, et donc par conséquent, les haies et les racines des arbres surtout ne vont pas venir s'intercaler dans les collecteurs et endommager votre système de drainage. Et puis, vous pouvez potentiellement planter entre deux parcelles avec un système de drain. Mais là, cette fois, on fera attention de ne pas planter tout le long de la parcelle parce qu'on voit qu'au bout de la parcelle, il y a un collecteur. Donc, on va pas du tout... On va limiter la longueur de la haie pour qu'elle n'interfère pas avec vos systèmes de drainage. Donc, si vous avez un vieux réseau dont vous n'avez plus les plans, ça, j'ai déjà eu le cas avec certains agriculteurs, vous pouvez réfléchir, enfin, vous pouvez regarder sur certains sites internet comme Google Maps ou Géoportail ou surtout le site de l'IGN Remonter le temps. Et en fait, sur des photos aériennes, vous pouvez voir des lignes plus pâles qui indiquent au sol, enfin, des sols plus secs et donc la présence de tuyaux de drain. Et donc, voilà, vous pouvez déjà avoir une idée de la présence de votre drain et puis surtout du réseau potentiel du drain sur votre parcelle. Et puis, donc, vous allez pouvoir réfléchir à l'emplacement de votre future haie. Une fois que on a déterminé qu'on pouvait planter, surtout le long des parcelles, on va réfléchir, on va prendre en compte les réglementations qui sont les limites cadastrales. Donc, en fait, les limites cadastrales correspondent aux limites de la parcelle et elles concernent aussi bien les limites de propriété privée. Donc, on va parler de la parcelle voisine qui appartient donc aux voisins. Et on va aussi prendre en compte cette réglementation pour les limites des infrastructures publiques, comme les routes goudronnées et les chemins communaux. Même pour les chemins communaux en terre, il est important de respecter la réglementation de 2 mètres à partir du moment où votre haie dépasse les 2 mètres de hauteur. Donc, dès que vous avez une haie qui va dépasser les 2 mètres de hauteur, vous devez impérativement planter à 2 mètres de la limite de votre parcelle. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes avec votre voisin ou potentiellement avec votre commune. Si vous êtes en fermage, il est important de savoir que vous devez obtenir une autorisation du propriétaire de la parcelle. Vous ne pouvez pas du tout planter sans autorisation, sans son autorisation. Et il faut savoir que le propriétaire a le droit de refuser la plantation d'arbres sur sa parcelle. Si vous avez pour projet de planter des arbres qui auront une valeur commerciale sur le long terme, comme du bois d'œuvre, il sera nécessaire de faire un avenant au bail pour préciser que les arbres ne deviendront la propriété du propriétaire qu'à expiration du bail. Et si votre propriétaire, à la fin, accepte que vous plantiez sur sa parcelle, sur votre parcelle qui lui appartient, normalement, il n'aura pas le droit de changer le prix du fermage. Maintenant, nous allons voir la composition de votre haie. Vous avez 2 types d'éléments ligneux que vous pouvez planter dans votre haie. Enfin, 2 types ou 3, on peut dire à peu près. On a en bas la plantation d'arbustes. Donc, les arbustes sont bien souvent des éléments ligneux qui vont vraiment faire plusieurs tiges à la base de son collet, de son tronc. Ces arbustes ont une hauteur assez limitée, maximum 8 mètres. Leur longévité est de 30 à 40 ans s'il n'y a vraiment aucun entretien. Et puis ces arbustes, vous allez pouvoir planter des cornouillers mâles, des cornouillers sanguins, des noisetiers, des prunelliers. Voilà, ils ont l'avantage en plus d'être assez généralistes au niveau du terrain et du type de sol. Donc, ça a moins cet avantage qu'il n'y a pas besoin d'une grande étude préalable pour planter ces arbustes. Après, on a les arbres de taillis. C'est des arbres qui sont un peu plus grands. Enfin, là, on est vraiment sur la catégorie arbre. Donc, ce sont des éléments qui vont atteindre les 15 mètres maximum.
Ils vont avoir une longévité plus longue, jusqu'à environ 100 ans, 80-100 ans. On parle souvent des fruitiers sauvages qui sont en taillis. Ils peuvent être conduits soit sur des petits troncs, comme on voit ici le poirier sauvage, ou alors en arbre de taillis. Donc, un peu comme les arbustes, ça veut dire qu'on va plutôt favoriser plusieurs brins à la base qui vont créer des arbres un peu plus touffus, un peu comme le type de CP là qu'on voit en bas à gauche. Donc, on peut considérer les poiriers, les aubépines ou même, qui n'est pas un fruitier, l'érable champêtre. Ce sont des petits arbustes voilà, qui ont une croissance assez moyenne et pareil, qui peuvent s'adapter plus ou moins à tous les types de sols. Et puis après, on a les arbres, donc là, qui ont vraiment une longévité qui dépasse la centaine d'années, qui peuvent dépasser les 30 mètres de hauteur, même si en plaine, on va plutôt avoir des arbres qui ont tendance plutôt à s'étaler sur la largeur qu'à pousser en hauteur, étant donné qu'il y a beaucoup moins de concurrence pour la lumière. Et là, si vous souhaitez planter des arbres, vous avez alors le cormier qui vraiment supporte très bien les conditions très ensoleillées et les étés secs et supporte assez bien tout type de sol. Après, si on a une bonne réserve utile, on peut penser à planter du chêne Cécile qui va avoir une croissance assez lente mais qui fait des beaux arbres. Et si on est en contexte plutôt sec, argilo-calcaire, on va planter du chêne pubescent, pareil, qui peut apporter des individus, des éléments très longévifs et qui sont assez beaux en plaine à voir. Donc, quelle haie planter? Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de haies, plusieurs formes officielles qui ont été décrites dans un référentiel. Ici, je vais vous en présenter les trois majoritaires qu'on peut trouver en Île-de-France. Donc, on a la haie simple de taillis qui sera taillée sur 3 faces, comme on peut voir ici, la haie au carré, quoi. Elle est composée de CP d'arbres ou d'arbustes, donc taillée sur 3 faces. Si on veut de la ressource, il faut savoir qu'elle produit peu de bois d'œuvre. Bon, c'est évident parce qu'on n'a pas d'arbres qui montent en hauteur, peu de bois bûches et peu de bois plaquettes. Son entretien est indifférencié, ça veut dire qu'il est très simple à faire, entièrement mécanisable, mais il peut s'avérer un peu coûteux parce qu'en fait, il va falloir passer la machine, le lamier sur 3 faces, donc faire 3 allers-retours sur sa haie pour l'entretenir. Niveau pollinisateur, on est moyen, sauf si on laisse quand même la haie un peu se développer et avoir des branches qui puissent produire des fleurs tous les ans. Pour les oiseaux, pas spécialement d'intérêt car les haies sont beaucoup trop basses et les oiseaux ne vont pas nidifier dans ces haies. Pour la petite faune, c'est plutôt bien car ils peuvent se déplacer grâce à ces haies et donc ça fait vraiment office de ligne directrice et d'abri pour se déplacer dans une haie découverte. Niveau brise-vent, on est à 0 parce qu'elles sont beaucoup trop basses. Et niveau érosion anti-érosion, anti-ruissellement, on est plutôt moyen car ça peut être bien si on a une haie brise-vent, enfin non, si on a une haie double rang, mais ces haies-là sont généralement pas assez développées pour vraiment stopper l'écoulement des eaux sur une forte pente. Après, on a la haie de taillis mixte, où on a des CP d'arbres et d'arbustes. Niveau production de bois d'œuvre, on est très faible. En production de bois bûche, on est plutôt moyen. Et après, en plaquettes, là, on va produire beaucoup de biomasse, donc ça a un fort intérêt. L'entretien, c'est un entretien facile, entièrement mécanisable, qui est pour le coup moins coûteux qu'un entretien d'une haie à 3 faces, car on passe que sur 2 faces. Pour les pollinisateurs et auxiliaires, on est bon car on va avoir plus de production de fleurs si on a un entretien limité, encore une fois. Pour les oiseaux, les haies, elles sont un peu mieux car si on a des épées d'arbres qui montent plus haut, ils vont pouvoir nidifier dans ces haies. Petite faune, on est très bien. En brise-vent, on est moyen car l'idée, c'est d'avoir vraiment plusieurs strates pour une haie brise-vent et là, généralement, on n'a qu'une seule strate. Et sur l'érosion des sols et le ruissellement, on est bien si on a une haie sur 2 rangs et qu'on laisse bien se développer. Et puis enfin, on a la haie de taillis sous futaie, où là, on va avoir vraiment le mélange de CP d'arbres et d'arbustes avec des arbres de futaie qui vont monter en hauteur. Si on parle de valorisation de ressources, on a une production de bois d'œuvre fort car on a des arbres qui vont être taillés en futaie et donc on va avoir des beaux troncs qui vont pouvoir produire du bois d'œuvre.
En production de bois-bûche, on est moyen, car effectivement, les arbres qui sont en futaie, on ne va pas faire du bois-bûche avec. Et en production de bois-plaquette, on est bien, car on a beaucoup d'arbustes. Là, le point négatif sur ces haies, ça va être vraiment l'entretien. On va avoir un entretien long, c'est-à-dire que sur une dizaine d'années, il va falloir vraiment former ces arbres de futaie avec une taille de formation. Donc voilà, cet entretien ne peut pas être mécanisable les premières années si on ne veut pas abîmer ces arbres de futaie. Et puis pour tout le reste, on est très bien. Pollinisateurs, on est très bien. Oiseaux, petite faune. Les oiseaux, on a les arbres de futaie qui permettent beaucoup de nidification. On a beaucoup d'habitats, donc les oiseaux vont pouvoir s'installer dans ces haies. Et puis là, pour la haie brise-vent, surtout, on est très bien parce qu'en fait, c'est vraiment l'effet multistrate avec les arbres de cépé et les arbres de futaie qui permettent vraiment de filtrer le vent et de limiter son effet desséchant sur les parcelles. Si on veut réfléchir aussi aux espèces qu'on va mettre dans ces haies, on va vraiment penser à biodiversité et donc à floraison étalée. Donc, pour avoir une floraison étalée, on va vraiment choisir des espèces qui vont fleurir tôt dans la saison, comme le Cornus mas, le cornouiller mâle, et laisser des espèces sauvages se développer dans la haie, comme le lierre, car en fait, ces deux espèces vont donc fleurir tôt ou très tard en saison, et ça va vraiment apporter de la ressource alimentaire pour les pollinisateurs. Et ces pollinisateurs, qui sont des insectes, sont aussi à la base de l'alimentation des oiseaux. Donc, par effet de chaîne trophique, on va pouvoir avoir plus de biodiversité dans sa haie. Donc, vraiment, si je devais vous conseiller deux espèces dans votre haie, c'est vraiment de mettre le cornouiller mâle pour avoir une floraison très tôt dans la saison, le lierre pour avoir une floraison tardive, et puis entre les deux, entre mars et août, vous allez pouvoir trouver vraiment beaucoup d'espèces différentes d'arbustes qui pourront fleurir et avoir une floraison étalée, et donc apporter de la ressource aux pollinisateurs. Donc voilà, là typiquement, ce que je vous ai mis, ça peut faire l'objet d'une séquence sur 100 mètres de haies, sauf pour les saules qui vont vraiment avoir, eux, enfin voilà, on va les mettre que si vous avez une très bonne réserve utile et si vous êtes proche de points d'eau. Mais pour les autres, voilà, ça peut faire l'objet d'une séquence de plantation pour votre haie si vous ne voulez pas d'arbres, et que des arbustes. Donc, on va se pencher sur vraiment la mise en œuvre pratique d'un projet de haie et quelles sont les différentes étapes pour pouvoir mener à bien cette plantation. Donc, je vais prendre l'exemple d'un planning qui commencerait là au mois d'octobre et qui se poursuivrait jusqu'au mois de mars 2026. Donc, ça va correspondre à la période de plantation, surtout pour là, les agriculteurs qui ont engagé une MAEC eau ou sol en 2023 et qui ont l'obligation de planter. C'est un peu le dernier moment pour planter cette année. Donc, bon, d'abord, on commence par créer son projet, monter un dossier technique. Donc ça, c'est tout ce que vous a expliqué Alexia. Comment est-ce qu'on définit l'emplacement de sa haie, donc quelles contraintes en fait on va prendre en compte, et le choix des essences en fonction de vos objectifs et du type de sol. Donc une fois qu'on a vraiment mis en place créé son projet, on vient en fait commander en pépinière forestière les essences qui correspondent au projet, les fournitures. Donc je vais parler ensuite du paillage et des protections de haies à mettre en place. Donc cette commande, l'idée c'est qu'elle puisse concorder avec la date de chantier qu'on a anticipée. Donc ça, ce sera à définir avec vos fournisseurs. Et puis, il faut anticiper le travail du sol, puisque le travail du sol, il faut le faire absolument en conditions ressuyées. Donc ça, je vais détailler juste après qu'est-ce qu'on attend d'un bon travail du sol pour planter sa haie. Puis la plantation, elle peut intervenir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. En fait, elle peut intervenir dès maintenant, quoi, même du mois d'octobre. Et le mois de mars, c'est un peu le dernier carat, puisque l'idée, c'est que on profite de l'hiver pour que les arbres constituent leurs racines et soient plus résilients face à des épisodes de sec. Donc, le travail du sol, je vais commencer par vous expliquer cette étape-là.
Donc, le travail du sol, pour planter une haie, il faut, ce qu'on veut, l'objectif, c'est d'avoir un sol qui puisse être facilement prospectable par les racines. L'idée, c'est que les racines s'implantent en profondeur. Donc, on souhaite venir casser, s'il y a une semelle de labour, casser cette semelle de labour. Et puis, pour faciliter le travail de plantation et maximiser le contact terre-racine, on vient émietter en surface le sol. Donc, comment on procède? Donc, pour casser notre semelle de labour, venir éclater le sol en profondeur, on vous conseille un sous-solage. Donc, l'idée, c'est de venir passer une lame jusqu'à au moins 40 cm de profondeur. Donc voilà, ça peut être juste avec une dent d'outil. Nous, on préconise la sous-soleuse, mais vous n'avez peut-être pas forcément ça chez vous. Mais voilà, on peut venir passer une dent Baker, un décompacteur. Et on vous conseille d'utiliser un petit tracteur, si vous en avez, pour éviter de venir surtasser votre sol au moment de ce passage-là. Et puis ensuite, on vient émietter le sol. Donc, ça peut être un labour. On utilise une charrue. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire si vous plantez en situation de prairie ou de jachère, enfin, de tout type de surface qui est déjà bien, avec un couvert herbacé bien implanté. Le passage de la charrue, ça, on le conseille à ce moment-là. Et sinon, la herse rotative, c'est très bien, rotovateur, cultivateur ou des chaumeuses. Donc l'idée, c'est d'essayer d'utiliser un outil qui ne va pas être trop large, puisque pour planter une haie, si vous plantez qu'un seul rang, travailler sur 1 mètre de large, ça suffit. Donc essayez de choisir votre outil en fonction de cette largeur. Donc voilà. Donc pour planter une haie qui a qu'un seul rang, on vous conseille donc de travailler le sol sur 1 mètre de large. Ça peut être un peu plus en fonction du type d'outil disponible. Donc, un exemple à l'écran d'une sous-soleuse. Donc, cette lame qui vient passer en profondeur dans le sol. Alors, une fois que le travail du sol est fait, que les plans sont commandés, ainsi que les fournitures et que la date du chantier est définie, on peut commencer à travailler sur la plantation. Donc, la plantation, il y a 4 grandes étapes. Donc, pareil, ça se fait en conditions ressuyées. La première étape, c'est le piquetage. Ensuite, on peut venir positionner le paillage avant ou après la plantation. Ça va dépendre du type de paillage qu'on utilise. Ensuite, on vient mettre en terre les plants, donc la plantation. Et ensuite, on vient les protéger. Donc, le piquetage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement matérialiser la ligne de plantation pour faciliter le travail de plantation et avoir une haie bien droite à la fin. Donc, l'idée, c'est par exemple, c'est une fois qu'on a travaillé le sol, avant ou après avoir mis le paillage, on vient tendre un cordeau et puis on peut venir positionner tous les mètres ou tous les mètres et demi en fonction de l'espacement qu'on souhaite entre les plants. On vient mettre un tuteur et comme ça, la plantation se fera plus facilement. Donc, voilà un exemple de cette étape-là lors d'un chantier de haie. Donc voilà, ça c'est assez facile et rapide à faire. Donc une fois qu'on a matérialisé son trait de haie, donc ces étapes elles peuvent être faites en même temps. Le paillage et le piquetage, c'est avant ou après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc le paillage, on vient disposer la paille tout le long de là où le sol a été travaillé. Donc c'est une étape qui peut être faite aussi après la plantation. Mais on va voir que ça va vraiment dépendre du type de paillis qu'on utilise. Alors déjà, pourquoi est-ce que on taille sa haie? Il faut savoir que les jeunes plants, ils sont en grosse concurrence avec la strate herbacée qui va vite reprendre le dessus une fois que vous aurez travaillé le sol et que les conditions feront qu'elle va commencer à germer. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment maîtriser cette concurrence et venir occulter la lumière pour les adventices et permettre à nos plants de bénéficier du maximum d'eau et de lumière les premières années.
Donc vraiment, la première année, c'est indispensable de pailler et on conseille de repailler l'année suivante si vous voyez que le paillage il a déjà été consommé. Donc ça va dépendre aussi de la vigueur, de la vigueur de la vie de votre sol. Si vous avez un sol qui est très avec une forte vie organique, le paillage va très très vite se dégrader. Donc à gauche, donc là vous avez un exemple de haies qui ont été plantées la même année, donc en 2021. Donc à gauche, c'est en Seine-et-Marne, à droite, c'est dans le 95, dans le Val d'Oise. Donc à gauche, la haie n'a pas été paillée la première année, et à droite, elle a bien été paillée. On voit que c'est pas du tout déjà la même hauteur de pousse. Et puis quand on est passé après pour voir un petit peu l'état de la plantation, le taux de reprise à gauche était assez médiocre, tandis que à droite, il était excellent. Donc, d'où l'importance de pailler, c'est tout simplement réussir sa plantation de haies. Donc, il y a plusieurs choix possibles pour le paillage. Donc, la paille, c'est un peu le classique d'une plantation de haies. L'avantage, c'est que c'est local. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du chanvre ou du miscanthus là où on n'en a pas. Donc, c'est aussi assez économique. Le coût indicatif, c'est à peu près 1 euro du mètre linéaire. À droite, c'est du feutre biodégradable. Donc, c'est un peu plus cher et c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc là, ce feutre biodégradable, il faut absolument le mettre avant la plantation. Ça paraît plutôt logique. Donc, c'est bien si vous avez une dérouleuse. Sinon, ça peut être assez fastidieux à la main. Et puis l'autre désavantage qu'on n'a pas forcément anticipé, c'est qu'une fois qu'on a déroulé ce feutre, il faut venir le trouer à chaque emplacement d'un plan. Et ça, c'est une étape qui est extrêmement chronophage et qui peut être un peu pénible. Donc, on a aussi la possibilité de mettre du miscanthus ou de la plaquette forestière. Donc, c'est un peu plus cher la plaquette, enfin, c'est même beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que ça va être très efficace pour maîtriser la concurrence avec la strate herbacée. Donc, il y a aussi des agriculteurs qui peuvent bénéficier de déchets verts de la commune. Ça, j'ai déjà vu, mais voilà. Nous, ce qu'on conseille, ça va vraiment être la paille. Et là, vous vous posez la question, quelle quantité on souhaite avoir pour bien pailler sa haie. Donc, nous, on préconise une épaisseur de 30 cm. On vise cette épaisseur-là sur 1 mètre de large, et ça représente environ 4 kg de paille par mètre. Donc, si on veut pailler 100 mètres, ça représente soit 2 grosses balles de paille ronde, donc d'environ 1 mètre par 1 mètre, ou alors 2 grosses bottes de paille carrée. Ce qui est assez pratique aussi, c'est les toutes petites bottes de paille carrées, puisque vous pouvez les déplacer à la main et les disposer le long de la haie assez facilement, alors que le gros ballot de paille ronde, c'est quand même beaucoup plus compliqué à dérouler. Pour un chantier manuel à mettre en place par vous-même, les petites bottes de paille carrées, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc, une fois qu'on a mis en place notre paillage, eh bien, on vient mettre en terre les plants. Donc ça, c'est l'étape qu'on visualise le mieux quand on plante une haie. Donc, on vient creuser un trou, on vient mettre le plant dans la terre, et il faut recouvrir la terre au niveau, vraiment au niveau du collet du plant pour bien qu'il reprenne. Donc, j'en profite pour vous présenter les différents types de plants qu'on peut mettre dans son projet de haie. Donc, tout au fond, vous avez des fruitiers greffés haute tige. Donc ça, c'était dans un projet qui a été planté il y a environ 2 ans. Ce qui était assez compliqué, c'est des plants qui sont très encombrants, qui sont très gros, avec un très gros réseau racinaire. Donc, c'est pas un simple trou à la bêche qui convient pour le planter. Donc ça, il faut anticiper une logistique un peu plus contraignante pour venir mettre en terre ces gros plants. Mais ils ont l'avantage de vous fournir des fruits consommables directement dès les 2 premières, après les 2 premières années de plantation, vous avez déjà des fruits.
Après, quand on parle de plants forestiers, vraiment de haies, on pense aux plants en racines nues ou aux plants en motte ou godets. Donc, c'est un peu moins cher pour les racines nues et ça a l'avantage d'être un peu plus pratique à planter pour un chantier de haies. Le plant motte ou godet, il a l'avantage de pouvoir être planté plus tardivement en saison de plantation. Donc, si votre chantier il intervient au mois de mars, c'est plutôt vers ce type de plan qu'on va vous rediriger. Donc voilà. Les plants en racines nues, donc c'est vraiment le choix plus classique en fait hein, pour, euh, pour se planter sa haie. C'est des plants qui viennent directement de l'arrachage de pépinière. Donc il y a quelques petites choses à savoir quand on se lance dans une haie avec des plants en racines nues. Donc déjà, c'est que les racines, elles sèchent très rapidement quand elles sont laissées à l'air libre. Donc si votre livraison de plants a lieu pile au moment du chantier. Là, vous n'aurez pas trop de soucis. Faudra juste stocker les plants au frais. Donc, vous pouvez les laisser dehors s'il fait frais la nuit. Et la mise en terre, si elle a lieu dès le lendemain de la livraison, et ben, c'est top. Il y aura pas besoin de se casser la tête. Par contre, si votre mise en terre, elle a lieu plus de 2 jours après la livraison, alors là, on vous conseille de mettre en jauge les plants. Donc après réception, on vient creuser en fait un trou dans le sol. Vous venez disposer les plants avec les racines dans ce trou et vous pouvez mettre du sable par-dessus ou de la terre légère. L'idée, c'est de ne pas venir replanter les plants parce qu'après, il faudra les réenlever du sol et ça risque d'abîmer les racines. Mais voilà, de conserver les racines en situation humide et pas à l'air libre. Tac. Donc, il faut préparer les plants avant de les mettre en terre. Donc, c'est des étapes pardon, qui sont optionnelles, mais qui vont quand même faciliter la reprise et la plantation. Donc, vous pouvez recevoir des plants qui ont un très gros réseau de racinaires. Vous pouvez supprimer un tiers de ce réseau racinaire pour faciliter en fait le travail de plantation. Sinon, vous allez devoir faire des trous encore plus gros. Oups. Et il est possible aussi de venir praliner son plant. Donc là, c'est un chantier où le pralin était composé d'un tiers d'argile, un tiers de compost, un tiers d'eau. Donc c'est une mixture qu'on vient faire. On vient tremper le réseau racinaire dedans et ça vient créer vraiment cette couche de nutriments, enrober les racines de cette couche de nutriments. Ça vient accélérer la reprise tout simplement des plants. Donc, une fois qu'on a mis en terre tous nos plants, donc là, vous voyez quelqu'un qui est en train de disposer une gaine de protection autour. C'est une étape qui est aussi essentielle, surtout quand on est dans un contexte où vous avez de la petite faune qui est susceptible de venir se servir la nuit. L'étape de protection, il faut vraiment qu'elle soit consécutive à la plantation, parce qu'il suffit d'une nuit où vos plants ils sont laissés sans protection et vous pouvez vous retrouver avec un taux de casse important. Donc voilà, comme je le disais, on vient protéger les plants des animaux qui soit vont venir faire leurs dents ou se frotter pour les comportements territoriaux des cervidés, des chevreuils ou des cerfs. Et on vient choisir la taille de la protection en fonction de cette population de faune sauvage sur votre plaine qui peut être à risque, mais aussi en fonction du type de plant. Si c'est un arbuste, on vient mettre une petite protection. Et si c'est un arbre qu'on souhaite faire pousser en auget, on vient mettre une plus grande protection contre les chevreuils ou les cerfs, s'il y a du cerf. Donc les tailles classiques qu'on va retrouver, c'est du 30-50 cm pour les arbustes ou si vous avez que du lièvre lapin dans votre plaine. Si vous avez du chevreuil, alors là, on vient protéger les augets avec du 120 cm. Et si vous avez du cerf, ça va être du 180 cm. Donc, il y a la taille qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi la matière. Vous avez la possibilité d'utiliser des mailles simples. Donc, c'est une protection en plastique qui est avec une maille un peu plus fine.
Donc, c'est à peu près 1,65 € par plan quand on prend en compte le manchon plastique et les 2 tuteurs. Parce que sa gaine, il faut venir la positionner avec 2 tuteurs. Il y a la possibilité d'utiliser du bambou, enfin des gaines en bambou ou en bois déroulé. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais ça a l'avantage d'être biodégradable. Et donc, vous n'allez pas vous retrouver avec plein de plastique dans la plaine. Il n'y aura pas besoin en fait, de les enlever après qu'elles aient fait leur travail. Donc, elles sont un peu moins durables, forcément, c'est l'intérêt. Mais voilà, c'est un peu plus, un peu mieux de ce point de vue-là. Et puis après, il y a de la maille renforcée, donc des gaines qu'on dit climatiques avec une double rangée de mailles. Donc là, on est sur à peu près 4 à 8 € par plan quand on prend le prix avec les tuteurs en compte. Donc pour faire un petit peu le récapitulatif du chantier de plantation, pour que vous ayez un peu toutes les étapes en tête, on commence par le travail du sol. Ensuite, on vient mettre en place le paillage. Donc si c'est du rouleau, soit du rouleau de paille ou du rouleau de feutre biodégradable, on vient le mettre avant. Ça peut aussi être mis après. Vous avez une étape de réception des plans, de tri, de mise en jauge si le chantier n'est pas consécutif à la livraison. On prépare les plans, ça peut prendre un peu de temps. On vient mettre en terre et on vient protéger. Et là, vous allez vous demander combien ça coûte tout ça. Donc, on vous a fait une petite estimation d'un projet de haie d'à peu près 200 mètres linéaires. Oups, je suis allée trop vite. Donc, voilà les choix d'un projet qu'on prend en exemple. Donc, ça va être une haie simple rang, donc avec un arbre tous les mètres sur une seule rangée. Donc, 200 mètres avec 20% d'arbres forestiers au jet. Donc, l'idée, c'est d'avoir une haie avec des arbres qui montent haut et des arbustes qui viennent combler entre chacun de ces arbres pour avoir une haie plus restreinte. On vient pailler avec de la paille. On utilise des protections bambou pour les arbustes et des gaines plastiques 120 cm pour les hauts jets. Et là, l'agriculteur choisit de faire lui-même son chantier. Alors, combien ça coûte? Donc, les postes de dépenses principaux, ça va être les protections contre toute attente. Les plans, c'est moins cher. Et vous avez quand même un poste de dépenses à prendre en compte, c'est la livraison et la paille. Donc là, on s'en tire pour à peu près 1 300 €. Deuxième cas de figure, c'est les mêmes choix, sauf que là, l'agriculteur choisit de passer par une prestation pour planter. Donc, dans les 4 prestations, ce qui est pris en charge, ça va être le piquetage de la haie, la plantation, la mise en place du paillage, les protections. Souvent, le travail du sol, il est demandé à l'agriculteur avant le chantier. Et là, on s'en tire pour à peu près 3 812 €. Le chantier, ça va vraiment être ce qui coûte le plus cher dans tout projet de haie. Là, c'est sur la base de plusieurs devis que j'ai fait ces estimations. On s'en tire pour 2 500 € de main-d'œuvre. Donc, on comprend que c'est plus intéressant de planter par soi-même la haie, surtout quand on est sur un petit projet. Et on peut se demander combien de temps ça peut prendre pour réaliser soi-même en fait ce chantier-là de plantation. Donc, si on estime à peu près le temps passé sur le travail du sol, vous avez compris qu'il y a 2 passages à faire. Donc, il y a la lame de décompactage et ensuite on vient émietter finement le sol par-dessus. Ça peut prendre jusqu'à 1 jour. Donc là, c'est un peu vous les spécialistes, vous saurez mieux estimer ça que moi. Mais voilà, il faut tenir à peu près, tenir compte 1 jour de travail du sol. Il faut prendre aussi le temps de réceptionner les plants, de mettre en jauge si nécessaire. Il y aura aussi un travail de réception de la paille si c'est 2 commandes différentes. Mais on s'en tire pour à peu près une demi-journée. Après, la mise en place du paillage, ça pareil, ça peut prendre beaucoup de temps si jamais, si jamais vous êtes sur un gros ballot de paille à venir éparpiller sur un long linéaire. Si vous êtes avec des petites balles carrées, c'est beaucoup plus rapide, mais il faut être plusieurs aussi. Donc, on vous conseille d'être au moins 3 personnes pour faire ce travail-là. Donc, ça peut mettre à peu près une demi-journée.
Et après, tout ce qui est plantation manuelle et pose des protections, on vous conseille d'être au moins 5 personnes. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une personne qui vienne faire un trou, une personne qui met en terre, et derrière, une personne qui vient replacer le paillage, mettre en place les protections, etc. Donc ça peut être à peu près 2 jours, donc pour 200 mètres linéaires. Voilà, tout ça, ça peut prendre du temps, mais c'est aussi un moment assez convivial. Vous pouvez profiter d'un week-end où vous invitez votre famille, vos amis, et c'est l'occasion, voilà, de participer tous ensemble à un projet sur la ferme. Et donc nous, pour toutes ces étapes, on vous propose un accompagnement à la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose de créer votre projet, choisir les essences en fonction de vos objectifs. Donc, on peut vous accompagner sur comment recibler ces objectifs-là. Donc, cartographier le projet pour bien visualiser, se mettre d'accord sur l'emplacement de la haie, le choix des fournitures. Et puis, ce qui est très important, ça va être la mise en lien avec les fournisseurs. On peut vous proposer de demander les devis à votre place et si vous avez besoin, être en appui à l'organisation du chantier. Et donc, comment se manifester pour se faire accompagner par la Chambre d'agriculture là-dessus? On a créé un petit questionnaire donc, qui prend vraiment 2 minutes à remplir, qu'on va vous envoyer à l'issue de cette visio. Et si vous souhaitez vous faire accompagner, surtout les agriculteurs qui doivent planter cette année, c'est de répondre à ce questionnaire avant le 31 octobre, donc avant vendredi de la semaine prochaine. Donc, il y a ce questionnaire à répondre et il y a aussi des informations à envoyer sans lesquelles on ne peut pas vous appuyer. Ça va être le plan de la parcelle que vous visez, avec, si possible, l'emplacement de la haie. Puis la localisation, qu'on puisse voir ça sur Géoportail, etc. Et si vous disposez de ces informations-là, ça va être soit une analyse de sol, soit une description qualitative de votre type de sol avec les informations principales, la profondeur, le pH et puis la texture. Voilà. Donc on a terminé de présenter les grandes lignes pour faire son projet de haie. Je ne sais pas si on passe à un temps de questions. Les questions sont ouvertes en tout cas.